Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3244 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord la légende Ronaldinho, il fête aujourd'hui son anniversaire. Aujourd'hui c'est 45 ans pour R10. Donc lui qui est passé du côté du Barça, du côté du PSG, du côté de l'AC Milan. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas qu'il a remporté le Ballon d'Or dans sa carrière. Un autre anniversaire d'un grand joueur, c'est Antoine Griezmann. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, le joueur de l'Atlético Madrid. Un bon anniversaire à Grisou. Donc voilà, deux gros anniversaires et sinon les autres anniversaires également comme Ethan Nwaneri, donc le jeune ailier droit de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 18 ans, ce joueur les gars qui est destiné à un grand avenir. Ou par exemple Karim Konaté, l'avant-centre de l'équipe de Salzbourg, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier, il y avait pas mal de football, donc des matchs de sélection. Et on commence tout d'abord avec la Ligue des Nations. Et on commence avec l'équipe de France qui jouait du côté de la Croatie pour ce quart de finale aller de cette compétition. Et l'équipe de France battue logiquement 2-0. Donc Budimir et Perisic ont été les deux buteurs, deux buts inscrits en première période. Il y aurait même pu avoir 3-0 pour la Croatie si Mike Maignan n'aurait pas arrêté le penalty très mal tiré quand même de Kramaric. Bon bref, 2-0, donc il n'y a pas le choix. Il reste un match retour, ça sera lundi. Il faudra, lundi ou dimanche, je ne sais plus exactement quand c'est, mais il faudra absolument gagner. Et avec pas mal de buts marqués, sinon la France sera éliminée de cette compétition. Donc voici les statistiques de la partie. Donc pourtant la France, si on regarde bien les gars, a plus de possession de balle, 62 contre 38 pour les Croates, 8 tirs pour la Croatie, 16 pour l'équipe de France, le double de tirs côté bleu, mais 16 tirs, 6 tirs cadrés, 0 but marqué. À noter le gros match du gardien croate. Et la Croatie, beaucoup plus efficace en gros que les Français. Ils ont fait vraiment une très belle première mi-temps la Croatie. La France a été un peu meilleure en deuxième. Mais nous, le plus important, c'est le résultat. Et le résultat n'est pas du tout bon, bien sûr, pour les Bleus. Et une équipe de France éteinte, voilà, par rapport à ce match. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, donc face au mur. Donc totalement débordé en première mi-temps. Les hommes de Didier Deschamps devront montrer un tout autre visage dimanche lors du match. Donc c'est dimanche le match, donc lors du match retour. S'ils veulent décrocher bien sûr une place en demi-finale. Sinon, ça sera élimination en quart de finale, ce qu'on espère pas bien évidemment pour les Bleus. Et on va parler de Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça. Mais tout d'abord une info concernant Deschamps. Et officiel, Didier Deschamps devient le 3e sélectionneur le plus capé de l'histoire du football avec une seule nation. Donc avec c'était son 166e match avec l'équipe de France. Il y a seulement Joachim Löw, 198 matchs avec l'Allemagne. Et le recordman c'est Oscar Tabarez, donc un ancien sélectionneur de l'Uruguay, lui qui a dirigé 224 fois l'Uruguay. Donc Deschamps, voilà, Deschamps ex aequo avec Morten Olsen, donc un ancien coach du Danemark. Voilà, légende, qu'on le veuille ou non bien évidemment. Didier Deschamps, et qu'est-ce qu'il a pensé de ce match hier? Donc tout d'abord, c'est nous qui leur avons donné les 2 buts sans qu'ils aient besoin d'aller les chercher. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est notre première mi-temps avec des pertes de balles, des erreurs techniques. On a plus été en maîtrise lors de la deuxième mi-temps. Mais voilà, un match de foot, c'est 2 mi-temps. Et tu peux pas jouer que seulement une mi-temps. Puis en plus, tu as été puni pas mal de fois en première mi-temps. Et du coup, voilà, du coup, tu perds le match. Mais bon, la qualification n'est pas encore finie, bien sûr. Donc on a perdu la première manche. Donc là, on est seulement à la mi-temps, on va dire, de la double confrontation. On va faire en sorte de gagner dimanche. On va tout faire pour renverser, bien sûr, la situation. Et Deschamps veut s'inspirer du France-Ukraine de 2013 pour dimanche. Oui, s'il y a bien un exemple à trouver, c'est celui-ci. Pareil, c'est un match de barrage. Là, c'était pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc au match aller, l'équipe de France, bon, c'était contre l'Ukraine, c'était pas la Croatie, mais l'équipe de France avait perdu 2-0 en Ukraine. Au match retour, il y avait une victoire 3-0. Du coup, la France avait été qualifiée pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Voilà, donc il va s'inspirer de ce France-Ukraine il y a 12 ans, bien sûr, pour essayer de faire l'exploit et la remontada contre les Croates dimanche soir. Deschamps aimait aussi le retour de Kylian Mbappé en bleu. C'est vrai que ça faisait depuis septembre qu'il n'avait pas joué avec l'équipe de France. Il a dit qu'il a été à un très bon niveau. Je l'ai trouvé très en jambes. Il n'a pas tout réussi, mais il a retrouvé la pleine possession de ses moyens et était très disponible. C'est vrai que c'est plutôt un match correct de la part de Kylian, contrairement à d'autres joueurs qui ont vraiment floppé hier. Côté équipe de France, même Mbappé a joué, mais Mbappé n'a pas marqué. Et c'est vrai qu'Mbappé, sur ses 13 derniers matchs avec l'équipe de France, c'est seulement 2 buts marqués. Les stats sont quand même très moyennes, surtout pour un joueur du calibre qu'est Kylian Mbappé. On va parler certainement du joueur français qui a été le plus en difficulté hier, c'est Ibrahim Konaté, le défenseur central français. Donc une note de 2 sur 10, un match catastrophique. Mais que s'est-il passé? Rarement on avait vu un Konaté avec autant de souffrance dans une rencontre qui place la France dos au mur. Donc déjà, penalty
penalty, il touche le ballon de la main totalement logique, enfin, un penalty totalement logique, comment il peut toucher le ballon de la main comme ça? Puis même, les gars, il était débordé, il était en difficulté sur chaque percée des Croates, les gars, il est hors sujet, tout simplement, une note de 2, hein, c'est même gentil. Donc un match oublié, bien sûr, pour Konaté, c'est un choix fort, hein, parce qu'il a été remplacé à la mi-temps, donc ce n'est pas une blessure, mais bien une décision de Deschamps de remplacer Konaté par Upamecano à la mi-temps, il a dit, hein, Deschamps, je sais que c'est dur, mais je le voyais en difficulté, pas au mieux, donc j'ai préféré le changer, hein, parce que la première mi-temps était catastrophique, hein, de Konaté, le défenseur de Liverpool, et voilà, c'est pas une blessure, parce qu'on a pu penser c'est une blessure, tout ça, non, c'est parce qu'il était pas bon, il a été mauvais, il a fait rentrer en jeu, Upamecano, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, hein, pour Konaté, qui peut peut-être perdre sa place, bien sûr, pour les prochains matchs, hein. Et concernant Upamecano, c'est vrai que bon, lui, il a commencé remplaçant, mais il est rentré à la mi-temps, mais pas qu'à la mi-temps, l'équipe de France en deuxième mi-temps n'a pas pris de but, hein, donc c'est un clean sheet. Bon bref, avec Dayot Upamecano, la France a réalisé 13 clean sheets sur ses 16 derniers matchs, hein, 16 matchs, les 16 derniers, quand il joue, 13 fois l'équipe de France n'a pas pris de but, hein. Et sans lui, quand il ne commence pas titulaire, par exemple hier, hein, donc les Bleus n'ont réussi aucun clean sheet lors de leurs 10 derniers matchs. Voilà, donc il y a une équipe de France avec Dayot Upamecano et une équipe de France sans Dayot Upamecano. Et la preuve hier, il n'était pas là. Et bien sûr, il n'y a pas eu de clean sheet. Concernant les notes des Bleus, donc on a parlé, hein, de Konaté, la note la plus basse, une note de 2. Mais sinon, les autres notes, Mike Maignan, une note de 6. N'oubliez pas qu'il a arrêté un penalty, le score appelle beaucoup plus lourd. Donc voilà, il y a quand même la moyenne, hein. Donc Koundé, un match, c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu le jus de Koundé du Barça. Hein, Koundé au Barça, les gars, exceptionnel match après match là, avec l'équipe de France hier. Très mauvais match. Donc Konaté, on a parlé, ça a été très médiocre. Saliba aussi, hein, ça a été en grande difficulté. Saliba, Lucas Digne, hein, peut-être seule satisfaction en défense. En plus, il a un sacré pied gauche, hein, comme Lucas Digne. Donc Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot, 4, hein, vraiment un milieu de terrain très décevant comme de l'équipe de France hier. Et devant Kolo Muani, hein, très peu en vue, et Dembélé et Mbappé ont beaucoup tenté, une note de 5, ils ont quand même la moyenne. Donc ouais, il y a beaucoup de joueurs en dessous de la moyenne, hein, par rapport à cette rencontre. Je pense qu'il y aura pas mal de changements, hein, lors du match retour dimanche. On va parler de Mike Maignan, donc peut-être la note, oui, c'est la note la plus haute, hein, une note de 6 sur 10, et il a arrêté un penalty, c'est quand même exceptionnel pour un gardien d'arrêter un penalty dans un match. Et déjà 3e penalty arrêté pour Mike Maignan en équipe de France sur 6 penalty tirés. C'est pas mal, hein. Un penalty sur 2 est arrêté par Mike Maignan, hein, donc le ratio est très bon, surtout si on le compare avec l'ancien gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, hein, qui prenait quasiment à chaque fois les buts sur penalty. Matteo Guendouzi, qu'est-ce qu'il a pu dire en zone mixte à la fin du match, hein. Donc on a manqué d'agressivité dans certains duels. Oui, hein, c'est vrai que les Croates en voulaient beaucoup plus que les Français, ça se sentait qu'ils avaient vraiment, ils mordaient la faim, alors que les Français jouaient plutôt relâche. Puis voilà, tu peux pas jouer relâche, bien sûr, contre une équipe aussi redoutable qu'est la Croatie, hein. Et Guendouzi est confiant pour le match retour, il a dit, hein, ça sera à nous de démarrer fort et je suis sûr qu'on pourra passer. Si on joue comme en deuxième mi-temps, il y a des espoirs. Oui, hein, c'est vrai que tu peux passer, ça sera au Stade de France, ça sera dimanche, ça sera peut-être, on espère une équipe de France totalement différente. Avec l'équipe de France, ils vont jouer, mettre une grosse pression à la Croatie dès les 5-10 premières minutes. Si tu marques tôt dans le match, tu pourras revenir, mais bon, voilà, c'est vrai que ce match hier est quand même très inquiétant, enfin surtout la première mi-temps. Et concernant lui, Guendouzi qui a joué hier, un match décevant, je pense pas qu'il commencera titulaire dimanche prochain. Concernant Rabiot, donc lui aussi veut se racheter dimanche, hein, donc on n'est pas battu, bien sûr qu'on y croit, sinon on dépose les crampons et on rentre à la maison, on sait ce qu'on doit faire. Donc voilà, il y a 2 buts à remonter, c'est faisable, hein. Et Upamecano, lui aussi croit à la qualification, hein, si on se sent capable de renverser la situation, bien sûr, j'espère qu'on va sortir un autre match dimanche. Oui, de toute façon, tu peux sortir qu'un meilleur match. Il n'y aura pas le choix si tu veux continuer dans cette compétition. Bertrand Latour, tiens, sur Canal Plus hier après le match, il a dit donc Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, donc les 3 milieux français, tu te lèves pas la nuit pour les faire jouer. Il va falloir que l'on arrête de penser qu'on a l'une des meilleures équipes du monde, hein. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore, en gros, l'une des meilleures équipes du monde avec le dispositif, l'effectif qui a été le 11 de départ hier. C'est vrai que bon, il a fait des choix, des chances, c'est vrai que c'est dommage, hein. N'Golo Kanté, on aurait bien voulu le voir. Après, il avait une gêne, hein, je crois une gêne musculaire, mais c'est vrai qu'il manque un Kanté, parce que pour moi, Guendouzi surtout, pour moi c'est limite un Rabiot et Tchouaméni, ça peut faire l'affaire, mais hier ils ont été quand même en grande difficulté. On va parler peut-être, comme je dis, la seule satisfaction c'est quand même Lucas Digne, hein, en défense. Donc en équipe de France, hein, c'est la fiabilité, sauf quand il y a Doku en face, hein, où il avait galéré. Bon bref, Théo Hernandez a du souci à se faire en ce moment. Voilà, c'est vrai que Théo Hernandez, en plus les derniers matchs avec l'AC Milan sont pas super bons. Lucas Digne a commencé défenseur gauche hier, il a fait vraiment un match très correct. On pense qu'il sera de nouveau titulaire, hein, pour le match retour. On va parler cette fois-ci côté croate, parce qu'ils ont fait mal à cette équipe de France et surtout ce
ce joueur, cet infatigable Ivan Perisic, qui a quand même 36 ans. Et face à la France, en une mi-temps, un but, une passe D. Voilà, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Budimir. Hein. Et juste après, il marque cette magnifique reprise de volée, Perisic. Donc voilà, un but, une passe D pour le joueur qui joue, je ne sais même plus où, je crois au PSV, je crois qu'il joue aux Pays-Bas, Perisic. On va parler aussi de Luka Modric, 39 ans, Luka Modric, encore un gros match de la part du joueur du Real Madrid, le brassard de capitaine. C'est une légende totale, bien sûr, on le sait tous, du football, le joueur Luka Modric. Et toujours sur ce match, à noter que les supporters croates ont rendu hommage à Jean-Michel Nicolier, donc militaire français abattu lors du massacre de Vukovar en 1991. Voilà, donc vous avez tout vu, qui est cette personne. Donc ils ont rendu hommage bien sûr à cet ancien militaire français. Et pour clôturer cette rencontre, on va juste parler aussi de la veille du match. Donc la veille du match entre la Croatie et la France, des supporters français ont été agressés par des supporters croates. Donc les supporters français rentraient à leur hôtel lorsqu'ils ont été interpellés par des supporters croates qui leur ont demandé s'ils étaient français. Dès qu'ils ont confirmé en gros qu'ils étaient français, donc ils ont commencé à se faire huer, on l'a sifflé, tout ça, insulté. Et l'un des supporters français a reçu un coup de béquille dans le dos. Voilà, donc en gros, ils se sont fait agresser par certains supporters croates. C'était avant, la veille du match. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Croatie-France. On continue, il y avait 3 autres quart de finale de la National League et on commence avec c'est la Croatie pour l'instant qui est bien partie pour se qualifier, donc elle jouerait soit contre les Pays-Bas soit contre l'Espagne en demi-finale, désolé. Donc pour l'instant on ne sait pas parce qu'il y a eu 2-2 lors du match aller hier. Donc Cody Gakpo, Rangers ont été les 2 buteurs côté néerlandais, Nico Williams et Mikel Merino, égalisation à la 93e minute de jeu quand même pour la sélection espagnole. Donc voici les stats de la partie. Donc l'Espagne a eu plus de possession de balle, plus de tirs et plus de tirs cadrés que les Pays-Bas, donc voilà, nul de partout. Donc tout se jouera à Valence, le match retour est à Valence, donc ça sera dimanche bien sûr, pour savoir qui se qualifiera en demi-finale de cette compétition. On va parler de Mikel Merino qui a évité la défaite de l'Espagne avec l'égalisation à la 93e, et ce joueur qui joue actuellement à Arsenal, et sur ses 8 derniers matchs il a marqué 5 buts et une passe D, c'est pas mal, c'est même très très bien, 5 buts, une passe D pour un joueur qui joue au milieu de terrain. Voilà, donc des magnifiques stats pour le milieu espagnol. On va parler d'un autre milieu espagnol, c'est Fabien Ruiz qu'on connaît très bien, bien sûr vu qu'il joue au PSG, et c'est que ce joueur qui a commencé titulaire hier, donc n'a jamais perdu avec l'Espagne. Hier c'était son 36e match avec l'Espagne, 25 victoires, 11 matchs nuls, dont un hier, et surtout 0 défaite, il n'a jamais perdu quand il joue. L'Espagne ne perd pas, voilà, c'est quand même un sacré joueur bien sûr, le joueur Fabien Ruiz. On va parler de l'autre milieu, donc on va parler de Mikel Merino, on va parler de Fabien Ruiz, on va parler aussi de Pedri qui a été décisif, lui actuellement qui a son prime, Pedri, et passeur D avec la sélection espagnole hier lors de cette rencontre. On va parler cette fois-ci d'un gros coup dur pour l'Espagne et surtout pour le Barça, parce que c'est encore un joueur du FC Barcelone blessé, et c'est Pau Cubarsí qui a dû sortir sur blessure après 40 minutes de jeu face aux Pays-Bas. Pourquoi c'est, on peut dire, une catastrophe pour le Barça? Parce que c'est pas le premier joueur du Barça qui se blesse pour cette trêve. Donc après Casado, il s'est fait une déchirure du ligament croisé, il n'a même pas joué avec l'Espagne, il s'est fait ça, c'était après le match contre l'Atlético dimanche dernier. Donc Casado forfait jusqu'à la fin de saison. Inigo Martinez forfait également pour les 3-4 prochaines semaines, et maintenant c'est Pau Cubarsí là sur les 5 derniers jours. Le Barça a perdu 3 joueurs, donc en plus 2 qui sont quand même tout le temps titulaires. Inigo est souvent titulaire et Pau Cubarsí, c'est quand même la charnière du FC Barcelone qui est indisponible. Pau Cubarsí, on ne sait pas combien de temps il sera disponible, et Casado également blessé. Donc voilà, 3 joueurs du Barça blessés là sur les 5 derniers jours, et ça bien sûr c'est un gros coup dur pour le Barça qui va entamer là énormément de matchs dès la reprise des rencontres. Et concernant le remplaçant de Pau Cubarsí, c'est le jeune joueur de Bournemouth, Dinj Hunsen, qui remplace tout simplement Pau Cubarsí. De base lui il ne devait même pas être appelé, il remplace Inigo Martinez, j'ai dit, qui était blessé et forfait pour le rassemblement. Du coup, Hunsen le remplace, et hier, il a remplacé Pau Cubarsí qui a été blessé. Et Hunsen, les gars, donc première sélection pour lui avec l'Espagne et face aux Pays-Bas qu'il connaît bien parce qu'il avait évolué avant dans les sélections de jeunes. Avant, il avait le choix entre les Pays-Bas, l'Espagne, on peut le voir à droite avec le maillot néerlandais, mais hier, maintenant, il représente l'Espagne. Voilà, concernant ce défenseur pisté par le Real Madrid, ce Dinj Hunsen. Et toujours, avec l'Espagne officielle, il y a 3 joueurs espagnols qui ont été mis à l'écart pour la rencontre. Donc Raúl Asensio, le défenseur du Real, il y a aussi Ferran Torres et Jérémy Pino. Luis de la Fuente ne pouvait inscrire que 23 joueurs maximum sur la feuille de match. C'est pour ça que, en gros, ces 3 joueurs n'ont pas été inscrits. Bon, ils joueront normalement le match retour dimanche soir. Et pour finir sur ce Espagne-Pays-Bas, donc le tifo, plein de souvenirs des supporters des Pays-Bas hier face à l'Espagne avec les légendes bien sûr néerlandaises, et surtout Robin van Persie quand il a mis cette tête plongeante lors de la Coupe du Monde 2014 sur Iker Casillas avec un magnifique but, je pense que vous l'avez tous vu.
Donc c'était ce magnifique tifo hier lors de l'avant-match de cette rencontre. Il y avait encore deux autres quarts de finale à parler, le Danemark contre le Portugal. Et c'est le Danemark qui s'est imposé 1-0 grâce à Højlund à la 78e minute de jeu. A noter que Christian Eriksen, je crois que c'était un penalty, le ballon rouge là, ça doit être un penalty pas marqué. Voilà, donc dommage, sinon le Danemark aurait pu gagner le match 2-0. Bon bref, il y a 1-0, donc tout reste jouable pour le Portugal qui recevra dimanche bien sûr. Pour le match retour, donc voici les stats. Après ça a été un Portugal quand même en grande difficulté. J'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé la France. Mais 23 tirs, 9 tirs cadrés quand même pour le Danemark. Ils avaient même pu marquer beaucoup plus de buts. Donc voilà, le Portugal se sort très bien je pense avec cette défaite de seulement 1-0. Mais bon, comme j'ai dit, pour le Portugal c'est totalement jouable de renverser la situation à domicile. Et on va parler de l'unique buteur du match, c'est Højlund, donc l'attaquant de Manchester United. Et qui fait la célébration de Cristiano Ronaldo contre le Portugal. Voilà, donc CR7 était sur le terrain. Et Højlund faisait sa célébration à Cristiano Ronaldo. On peut voir la CR7 en premier plan et Højlund en train de faire sa célébration et Ronaldo l'a regardé bien sûr en train de faire sa célébration. Et pourquoi Højlund il a fait cette célébration? Donc il assure qu'il a fait cette célébration afin de rendre hommage à CR7, pas pour le chambrer. Il a dit c'est mon idole, je n'ai pas célébré de la sorte pour se moquer de lui ou pour le chambrer. Il y a un énorme impact sur moi et ma carrière. Donc voilà en gros pourquoi il a fait cette célébration. Bon. Après, je pense qu'il y a un peu de chambrage aussi, parce que Ronaldo, bien évidemment, jouait en face. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, c'est qui marque but sur but du côté de l'équipe de Al Nassr. Hier, match compliqué, aucun tir cadré pour CR7 hier soir lors de cette rencontre. Et il y avait un dernier match, l'Italie contre l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée 2-1 en Italie. Sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Surtout que l'Allemagne recevra, après pour le quart de finale retour, donc dimanche. Donc on peut voir tous les buteurs du match. Pourtant l'Italie menait 1-0 grâce à Tonali. Mais ils ont perdu la rencontre. Donc voici les stats de la rencontre où ça a été un match vraiment très équilibré en nombre de tirs cadrés, mais c'est l'Allemagne qui a été plus efficace. On va parler surtout du gros match de Kimmich déjà sur les deux buts de l'Allemagne. C'est lui qui délivre les deux passes D. Voilà, donc déjà 2 passes D, 101 ballons touchés, 5 passes clés, 3 grosses occasions créées, 6 duels remportés sur 7 tentés et 63 passes réussies sur 69 tentés. Donc un énorme match de la part du joueur qui a prolongé récemment du côté du Bayern Munich jusqu'en 2029. Du coup, tous les résultats de cette soirée hier, les quarts de finale aller, donc le match retour sera tous dimanche à 20h45. Donc une victoire à l'extérieur, c'est l'Allemagne, puisqu'il est très bien parti vu qu'ils recevront match retour. Après c'est jouable dans tous les stades. Bon, la France est l'équipe qui a une moins bonne posture vu qu'il y a 2 buts à remonter. Bon, pour l'Espagne, c'est totalement jouable, pour le Portugal aussi. Donc on verra. Tout sera décidé dimanche soir. Et n'oubliez pas le tableau final de la Ligue des Nations. Donc le vainqueur, donc pour l'instant, ce serait plutôt un Allemagne-Danemark en demi-finale, si on regarde par rapport au résultat du match aller. Et là, ce serait peut-être un Espagne-Croatie, si on dit que l'Espagne gagnerait à domicile. Bon, après, ça reste du football, il reste un match. Ça peut encore beaucoup bouger. On continue. Il y avait également encore des autres matchs de Ligue des Nations. Donc là, c'était les quarts de finale. Mais il y avait des matchs, par exemple, pour monter ou pour descendre de division de Ligue A, Ligue B. Et il y avait un match entre l'Ukraine et la Belgique. Donc l'Ukraine, c'est pour accéder à la Ligue A et la Belgique, c'est pour se maintenir en Ligue A et éviter de descendre en Ligue B. Et pour ce match aller, les gars, la Belgique s'est inclinée 3-1. Pourtant, Lukaku avait marqué le premier but du match à la 40e. Mais après, ils ont pris 3 buts en deuxième période, les Belges. Bon, après, il reste le match retour cette fois-ci en Belgique. Mais il faudra remonter de 2 buts, bien sûr, pour se maintenir en Ligue A lors de la prochaine édition. Donc, voici les statistiques de la partie. Donc, j'ai pas vu le match, mais quand je vois 2.82 en XG, c'est-à-dire qu'ils auraient mérité à peu près de mettre 3 buts. Donc, la victoire est logique, bien sûr, des Ukrainiens. Hier, contre les Belges. Et c'est vrai que la Belgique a perdu ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est vrai qu'actuellement, on a l'impression que la génération dorée, il y a quelques années de la Belgique, ça y est, maintenant c'est une fin de cycle. C'est vrai qu'ils enchaînent les défaites. C'est leur plus mauvaise série depuis 2009 à la Belgique, qui enchaîne une défaite là actuellement sur défaite. Et Lukaku, donc il a été buteur, j'ai dit, ça a été seul buteur côté belgique. Donc il a marqué quand même son 86e but avec la Belgique. Donc il est désormais le 6e meilleur buteur international masculin de tous les temps. Regardez le classement. Donc on peut voir Ronaldo, 135 buts avec le Portugal, Messi 112, après il y a Deuil 108, après il y a Chetri, il y a Dahari, puis il y a Lukaku 86 buts. Voilà, il est le 6e meilleur buteur de l'histoire avec une sélection, l'attaquant belge. Il y avait également la Turquie contre la Hongrie. La Turquie s'est imposée 3-1 lors de cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. Donc félicitations à la Turquie. Donc il faudra se déplacer pour le match retour en Hongrie. Mais voilà, s'ils gardent leur avance, ils monteront d'une division. Les Turcs, donc voici les efficaces la Turquie, 3 tirs cadrés, 3 buts, ultra efficace, alors que la Hongrie, il y a eu 6 tirs cadrés, mais un but seulement marqué. On va parler aussi de ce match Arménie contre la Géorgie. La Géorgie a fait le taf, une victoire 3-0 en Arménie, avec un doublé de Mikotadze, le joueur de Lyon, qui a brillé lord de cette rencontre. À noter que Kvaratskhelia n'a pas joué, il était suspendu. Il jouera le match retour, qui sera en Géorgie, où c'est
très bien parti pour accéder au... Enfin, Ligue, je sais plus, je crois qu'il montrait en Ligue B, hein, bien sûr, la Géorgie. Voilà, avec une victoire 3-0, ça devrait le faire. Et voilà, Kvaratskhelia jouera le match retour, mais Mikko Tadze a fait un énorme match. Hein. Donc décisif 9 fois sur ses 3 derniers matchs. C'est que les derniers matchs là, contre Bucarest, Souvient Europa League, il a mis 2 buts, 2 passes D. Le match après, je sais plus, je crois il a mis un but et 2 passes D, un truc comme ça en championnat. Puis là, il a encore marqué un doublé. Donc actuellement, il marche sur l'eau. Hein. L'attaquant lyonnais. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs européens. Hier, on bascule, il y avait aussi d'autres matchs hein, sur d'autres continents. Et on prend la direction du continent sud-américain. Il y avait le Brésil qui jouait, c'était la nuit dernière, 1h45. Hein, la nuit dernière, là, le coup d'envoi contre la Colombie, donc c'était le match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et le Brésil s'est imposé 2-1 contre la Colombie, donc Rafinha buteur en tout début de match sur penalty à la 6e minute de jeu. Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool, a égalisé côté colombien à la 41e avant que Vini Junior à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel et donne la victoire au Brésil. En gros, donc victoire 2-1 des Brésiliens, 17 tirs, 7 tirs cadrés, donc une victoire plutôt logique là, d'après les statistiques. Et Vini, qui a marqué le deuxième but victorieux, a reçu le prix d'homme du match. Je ne sais pas trop ce que c'est ce trophée, mais bon, il y a un nouveau trophée qu'il va pouvoir ramener chez lui. Vini Junior, en plus, il a marqué un sublime but. Hein. Vraiment, regardez. Et on peut le voir au centre en rouge, c'est où il tire. Et en gros, il tire, puis ça va entre le gardien et le poteau. Un poteau opposé. Magnifique but, tout simplement, pour Vini Junior. Voilà, surtout à la 90e. Regardez, on est à 98,19. Il y avait 10 minutes de temps additionnel. Il restait peut-être 1 minute à jouer. Il a marqué ce sublime but. Vini Junior et Bruno Guimaraes sur Vini Junior, le meilleur du monde. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Hein. Le milieu de Newcastle. Et c'est que Vini a fait un gros match, un 8.2. Et Rafinha également gros match, donc buteur sur penalty. Et c'est lui qui a fait la passe D. Hein, bon, après, où Vini a tout fait le travail, hein, vu que c'est lui qui fait la frappe, bien sûr, lointaine. Et Rafinha avec son but, hein, son nouveau but, c'est quand même son 31e but cette saison. Bon, buteur sur penalty, mais voilà, 31 buts avec le Brésil et surtout avec le Barça, où il en a marqué énormément cette saison. Il y avait d'autres rencontres hein, du côté du continent sud-américain. Donc c'était là entre le Paraguay, je crois, le Chili. Et le Paraguay s'est imposé 1-0 lors de ce match. Hein. Il y avait également un match entre le Pérou et la Bolivie. C'est le Pérou qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. On va voir les statistiques du match. A noter que l'Argentine jouera la nuit prochaine hein, contre l'Uruguay. Ce sera un gros match. On en reparlera bien sûr demain. On continue toujours sur le continent américain. Mais là, on est en Amérique du Sud. On monte maintenant. On va sur le continent nord-américain. Et il y avait les demi-finales de la Ligue des Nations, on va dire, mais nord-américaine. Tout d'abord, la première demi-finale, c'était entre les États-Unis et le Panama. Et là, c'est le Panama qui s'est imposé 1-0. Grâce à Waterman à la 94e minute de la rencontre. Donc il ne restait plus rien. Il marque ce but au toute fin de match et permet à son équipe d'accéder à la finale de la CONCACAF Cup. Pourtant, les États-Unis ont complètement dominé le match. Hein. 12 tirs, 5 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et 0.10 de XG pour le Panama. 3 tirs, 1 frappe cadrée. La frappe de ce joueur là, qui a marqué à la 94e. Et du coup, le hold-up parfait pour le Panama qui se qualifie tout simplement pour la finale de cette Ligue des Nations CONCACAF. Hein. Donc, et le buteur, les gars, après le but victorieux à la 94e minute de jeu, les joueurs panaméens ont explosé de joie autour de Thierry Henry. Henry, il était là, consultant hein, pour une chaîne sportive américaine pour ce match. Et ce joueur, les gars, qui a marqué le but, là, à la 94e, il a couru vers Thierry Henry, puis il lui a dit hein, tu es mon idole, en gros, tu es mon idole. Et ils sont tous mis autour de Thierry Henry, les gars, qui étaient un petit peu choqués, Thierry Henry, avec tous les joueurs du Panama juste à côté de lui. Donc, voilà, concernant de ce qui s'est passé la nuit dernière. Et c'est que les États-Unis, à un an du début de la Coupe du Monde qu'ils organisent avec le Mexique et le Canada, c'est que c'est en grande difficulté les États-Unis. Donc en 2023, la Gold Cup a remporté la saison dernière la Copa América, enfin l'année dernière en plus, qui se déroulait aux États-Unis, éliminés. Hein, ils étaient payés, n'oubliez pas, invités hein, pour la Copa América l'année dernière. Et là, la CONCACAF Nation League, où normalement ça aurait pu le faire pour eux, et ils n'arrivent même pas à se qualifier pour la finale. Hein, dans un an, c'est le début de la Coupe du Monde. Donc il y a encore de grosses lacunes. Hein, mais bon, Pochettino, qui est le sélectionneur hein, des États-Unis, pense que les États-Unis domineront le football. Dans le futur, bon pour maintenant pas du tout. Les États-Unis pourraient dominer le football dans 10 à 15 ans, peut-être moins. Pour l'instant, ils sont très loin de rattraper des nations comme les nations européennes, les nations, je sais pas, sud-américaines, parce qu'il y a moins d'écart, bien sûr. Ils sont peut-être forts au basket, tout ça, au baseball, mais dans le football, le soccer, ils ont encore pas mal de retard, bien sûr. Les États-Unis. L'autre demi-finale hein, de cette CONCACAF Cup, c'est entre le Canada et le Mexique, et c'est le Mexique qui s'est imposé 2-0. Donc Jiménez, auteur d'un doublé, un attaquant de Fulham, je crois qu'il joue à Fulham, avec ce magnifique maillot, je vous l'ai montré il y a quelques jours, j'ai dit que le Mexique, il y a un nouveau maillot collector qui est sorti, il est sublime, hein, en noir et doré. Donc belle victoire du Mexique qui se qualifie, et voilà, c'est surtout Raúl Jiménez qui a
2 pour lui et Canada 0 parce qu'il a marqué le doublé. Du coup, la finale qui aura lieu là, ce week-end, ça sera entre le Panama et le Mexique pour savoir qui gagnera cette Ligue des Nations CONCACAF. On prend cette fois-ci la direction du continent africain. Il y avait également quelques rencontres hier, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et tout d'abord, il y avait un match entre les Comores et le Mali. Le Mali sans souci, sans pitié, on peut dire. Victoire 3-0 des Maliens du côté des Comores. Donc magnifique victoire, 4 tirs cadrés, 4 buts. Les Comores, c'est 0 tir cadré, même 0 tir dans le match. Ça a été très compliqué pour eux. La belle victoire également du Gabon qui s'impose tranquillement 3-0 contre les Seychelles avec un doublé de Denis Bouanga, un ancien joueur de Saint-Etienne maintenant qui évolue du côté des États-Unis, Los Angeles FC, désolé. Donc belle victoire bien sûr du Gabon qui performe totalement, 3 tirs cadrés, 3 buts pour les Gabonais. Et c'est que le Gabon, lors de ses qualifications pour la future Coupe du Monde, 5 matchs, 4 victoires, 10 buts marqués, 12 points pris. Voilà, donc très bien parti déjà pour, je crois qu'il y aura des barrages après pour se qualifier bien sûr, pour les équipes africaines, mais voilà, ils survolent on va dire leur groupe. Il y avait également l'Angola contre la Libye, score final 1 partout entre ces deux équipes, on peut voir les stats du match. Et aussi la victoire du Cap-Vert qui s'impose 1-0 face à l'île Maurice, voilà, et qui prend la première place du groupe voilà, lors de cette rencontre. Il y avait d'autres matchs qu'on peut voir, d'autres résultats. Ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, il y a le match nul entre la Gambie et le Kenya 3 partout, où la Gambie menait 2-0. Le Kenya est revenu à 2-2, puis après à la fin du compte il y a eu 3-3 entre ces deux formations. Et du coup le programme aujourd'hui, sur le continent africain aussi beaucoup de matchs. L'Algérie à 14 h se déplace au Botswana. Il y a l'Afrique du Sud contre le Lesotho, le Nigeria se déplace au Rwanda, donc la RDC contre le Soudan, le Maroc se déplace ce soir au Niger, ou la Guinée contre la Somalie, ou le Ghana contre Tchad, ou Burundi, Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup de matchs, on parlera bien sûr des gros matchs demain avec les résultats. On prend cette fois-ci la direction du continent asiatique, là aussi il y a des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On commence tout d'abord avec le Japon contre le Bahreïn et sans souci pour les Japonais, victoire 2-0. Kamada et Kubo, le joueur de la Real Sociedad, ont été les deux buteurs, 2 buts à en seconde période, et du coup le Japon avec cette victoire, c'est officiel, se qualifie pour la future Coupe du Monde. Donc le Japon est le premier pays qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est eux les premiers à avoir leur nom. Ils ont je sais pas combien de points d'avance, ils ont une dizaine de points d'avance sur le deuxième de leur groupe. C'est sûr qu'ils sont qualifiés le Japon, donc voilà, c'est une très belle équipe, on sait, l'équipe japonaise qui sera bien aux États-Unis, au Mexique, au Canada pour la prochaine Coupe du Monde. La Corée du Sud joue contre l'équipe de Oman, score final 1 partout lors de cette rencontre. Et surtout côté sud-coréen, on va parler du joueur du PSG, Kang In-lee. Et gros coup dur, pourquoi? Parce qu'il n'a même pas fini le match, il s'est sérieusement blessé à la cheville lors du match Corée du Sud au Mans. On parle beaucoup d'une entorse, donc le joueur passera des tests médicaux afin de déterminer la gravité de sa blessure. Mais quand on le voit en béquille, on le voit strappé là, au niveau de sa cheville gauche, ça sent pas bon. Mais pas qu'il y ait des matchs importants pour le PSG, même si c'est pas un titulaire indiscutable, ça reste un joueur du PSG. Donc voilà, donc ne jouera pas bien sûr le deuxième match de la Corée face à la Jordanie là dans quelques jours. Il est forfait pour lui, retour déjà à Paris, et ça bien sûr c'est un coup dur pour l'équipe parisienne. Il y avait également l'Australie contre l'Indonésie. L'Australie s'est imposée 5-1 hier lors de ce match. Donc voici les stats, 7 tirs cadrés, 5 buts inscrits pour l'Australie. N'oubliez pas que le coach, sélectionneur de l'Indonésie, c'est Patrick Kluivert, et son premier match en tant que coach. Donc Kluivert qui dirigeait son premier match à la tête de la sélection indonésienne aujourd'hui, donc défaite 5-1. Et c'est que son après-carrière de footballeur est quand même incompréhensible. Donc regardez, il a commencé sélectionneur du Curaçao, ensuite c'est le directeur sportif du PSG entre 2016-2017, ensuite il a été coach adjoint du Cameroun, ensuite il a été à la formation au Barça, ensuite entraîneur d'Adana Demirspor et maintenant sélectionneur de l'Indonésie. C'est ça qui va un peu partout, il teste plein de choses, Patrick Kluivert. Donc pour l'instant premier match et défaite 5-1 de sa sélection. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, je pense avoir fait le tour sur tout ce qu'il y a à dire hier, sur tous les résultats. Voilà, aujourd'hui encore beaucoup de football, on en reparlera bien sûr demain. On continue avec d'autres infos, mais on revient sur les clubs et tout d'abord sur le Barça. Et officiel, appel rejeté, Barça-Osasuna se jouera bien le 27 mars prochain. Dans 6 jours, c'est jeudi prochain. Le Barça, vous savez, ce match qui aurait dû être joué déjà, c'était il y a 2 semaines. Mais vu que le docteur du Barça avait été décédé, donc le match a été reporté. Et du coup, c'était le 27 mars et le Barça avait fait appel. Il ne voulait pas jouer le 27 et Osasuna non plus. Et du coup, non, la Liga a dit non, on jouera bien ce 27 mars ce match-là. Donc les Catalans ne pourront du coup pas compter sur Rafinha qui jouera la veille. Rafinha joue le 26 mars, il y a Brésil-Argentine. Il va jouer avec le Brésil et bien sûr Rafinha. Donc il ne pourra pas jouer le 26 et le 27 le lendemain, ce Barça-Osasuna. Et Araujo aussi ne sera pas présent, vu que lui jouera avec l'Uruguay la veille également. Donc
c'est dommage. Hein. Voilà, c'est pour ça que le Barça a fait appel, mais du coup appel rejeté par la Liga. Et du coup, le Barça enchaînera quand même 5 matchs en l'espace de 14 jours. Donc voilà, dans ces jours-là, donc Barça-Osasuna. Ensuite le dimanche, donc le 30, Barça-Girona. C'est un derby. Ensuite le 2 avril, demi-finale retour de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. C'est au niveau match aller, il y a eu 4-4. Donc là, ce sera le match retour Wanda Metropolitano. Ils vont vouloir prendre leur revanche. L'Atlético qui a perdu dimanche dernier 4-2 en championnat. Ensuite le 5, ça sera la réception du Betis. Et le 9, ça sera la réception de Dortmund. C'est-à-dire que là, les 5 prochains matchs, il y a 4 réceptions pour le Barça en déplacement à Madrid. Donc voilà, surtout 5 matchs en 14 jours, ce qui fait un match quasiment tous les 3 jours. Encore un rythme infernal pour le FC Barcelone. Et toujours avec cette équipe, le Barça, c'est pour ça que tout à l'heure qu'on parlait de Pokubarsi qui est blessé, Casado, même Inigo. Quand tu vois, il y a 5 matchs en 14 jours, c'est que là, c'est un gros problème, bien sûr, s'il y a encore des joueurs du FC Barcelone qui se blessent. Et toujours, tiens, avec le FC Barcelone, parce qu'on sait que cette saison, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, 132 buts actuellement. Et vont-ils réussir à battre leur record? Le record du FC Barcelone, c'est 190 buts. C'était en 2011-2012, 190 buts sur la saison entière. Là, ils sont à 132 buts. Voilà, on verra, parce qu'il reste encore pas mal de matchs à jouer. S'ils continuent à marquer au moins 4-5 buts par match, ils pourront rentrer dans le top 5 peut-être des saisons. Ils ont marqué le plus de buts. La 5e, c'est en 2008-2009. Ils avaient marqué 158 buts. Un ratio de 2,54 buts inscrits par match. Là, ils sont à 3,06. Là, le ratio qu'ils ont actuellement, 3,06 inscrits par but par match, c'est le plus haut. Donc, s'ils continuent à marquer énormément, ils pourront dépasser toutes les saisons. Ils ont énormément marqué. On verra, ce sera peut-être la saison historique du FC Barcelone. Après, il faut concrétiser ça, bien sûr, avec des trophées. On va parler de Mason Greenwood. On sait que lors des derniers matchs du côté de Marseille, par exemple, le match contre le PSG, il a commencé sur le banc. Le match d'avant contre Lens, il avait de nouveau été remplaçant, sur le banc. Donc Greenwood a choisi de revenir plus tôt que ses coéquipiers pour reprendre l'entraînement avec l'OM. Donc voilà, pourtant là, c'est des jours de repos, on va dire, du côté de Marseille, vu que c'est la trêve internationale. Mais Greenwood est revenu plus tôt, voilà, pour montrer à son entraîneur, parce que son entraîneur disait qu'en gros, il ne donnait pas assez. Et en gros, il veut changer, Greenwood, il veut retrouver aussi sa place de titulaire. Et du coup, il a repris l'entraînement plus tôt que ses collègues du côté de Marseille. Incroyable, 20 000 supporters sont attendus pour la réserve, donc l'équipe B de l'Atlético Madrid. Donc c'est ce week-end en 3e division. Donc il y a un match, je ne sais pas c'est contre qui, j'en sais rien, mais un Atlético Madrid B contre une autre équipe. Et il y a déjà plus de 15 000 billets qui ont été vendus. On attend plus de 20 000 supporters pour un match de 3e division. C'est quand même exceptionnel. On va parler de ce grand fan de Newcastle qui n'a pas perdu de temps après la victoire dimanche dernier de Newcastle contre Liverpool en Carabao Cup. Donc il s'est fait tatouer les 2 buteurs. Burn à la 45e et Alexander Isak à la 52e. Les 2 buteurs lors de la victoire 2-1 contre Liverpool, où ça faisait, oubliez pas, depuis 70 ans, depuis 1955, ils n'avaient pas remporté de trophée. On va parler cette fois-ci de Dani Carvajal et les dégâts d'une rupture des ligaments croisés. Donc la perte de muscle de Carvajal sur sa jambe touchée est impressionnante. Regardez, on ne regarde pas surtout sa tête, mais plutôt tout en bas sur ses cuisses. Alors la cuisse gauche, les gars, très bien, c'est pas où il est blessé, mais la cuisse droite, regardez tout ce qu'il a perdu en masse musculaire. Il était blessé, il était immobilisé bien sûr sa cuisse. On peut voir la différence, donc il va devoir récupérer toute cette masse musculaire qu'il a perdue là, avec sa grave blessure au ligament croisé. Son but, Carvajal, serait de revenir pour la Coupe du Monde des clubs qui commence mi-juin prochain avec le Real. Les joueurs du Paris Saint-Germain à l'Arena de Bouba. Donc c'est l'artiste qui propose à Ousmane Dembélé. Donc frérot, ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l'Arena. Désiré Doué et toute l'équipe, vous êtes les bienvenus. Donc l'équipe du PSG, Nasser aussi, bien sûr, le Big Boss. Voilà, c'est Bouba sur son compte Instagram, parce qu'il a un compte Instagram Bouba, mais il a été viré en gros. C'est sur un autre compte où il a publié ça en gros, qu'il invite en gros tout l'effectif du PSG à son prochain concert à l'Arena. Voilà, il invite tout le monde, même Nasser, le président, qui peut venir. Voilà, parce que Bouba, bien sûr, c'est un grand fan du PSG, puis il est ami avec Ousmane Dembélé. On va parler de Patrice Evra, accuse la FIFA d'avoir offert la Coupe du Monde à Léo Messi. On sait tous qu'en 2022, ils ont donné la Coupe du Monde à Messi. Tout était déjà écrit. Même les Français voulaient que Messi la gagne, le penalty au début de la finale contre l'Argentine. Donc voilà. Bon, après, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être des décisions, des fois qu'on se dit, est-ce qu'un autre arbitre, ou ça aurait été peut-être une autre équipe en face, est-ce qu'elle aurait obtenu le penalty ou des choses comme ça, aurait été pour une autre équipe si ça n'avait pas été l'Argentine? On n'en sait rien, mais c'est vrai que tout le monde voulait en gros, enfin pas moi parce que moi j'étais pour l'équipe de France, mais beaucoup de personnes voulaient que Messi gagne la Coupe du Monde, voilà, pour clôturer on va dire le jeu du football. Erling Haaland ferait partie des 250 propriétaires de la sublime Bugatti Tourbillon. Donc c'est quoi? C'est une magnifique voiture. Donc le cyborg s'offre le fleuron français de l'automobile pour la modique somme de 4,7 millions d'euros. Il s'est fait un magnifique cadeau en prenant en compte les malus écologiques norvégiens. Donc déjà cette voiture passe de 0 à 400 km/h en 16 secondes.
Très vite, hein. Donc 445 km à l'heure de vitesse de pointe, hein, 1800 chevaux. Voilà, donc il y a seulement 250 exemplaires de cette magnifique Bugatti. Bugatti, comment elle s'appelle, Tourbillon. Donc magnifique voiture, hein, un peu moins de 5 millions d'euros. Donc Erling Haaland en fait partie. Il va s'acheter bien sûr ce bijou. Deux supporters condamnés à 14 mois avec sursis pour avoir agressé une famille lors de Nantes-OM en 2023. Il y avait un match, les gars, il y a eu un problème. Hein, donc deux supporters ont été condamnés hier jeudi à 14 mois avec prison avec sursis, 3 ans d'interdiction de stade pour avoir agressé et insulté une famille lors d'un match entre Nantes et l'OM en 2023. Donc voilà, par rapport à cette affaire. On va parler de l'Olympique Lyonnais qui va saisir le CNOSF pour la suspension de son entraîneur Paulo Fonseca. On sait que Fonseca est le coach de Lyon, mais pour l'instant, pendant 9 mois, hein, il ne peut pas être sur le banc de touche, hein. Il doit rester en tribune. Et du coup, Lyon va essayer de saisir ce groupe-là pour essayer de diminuer la suspension, tout simplement, de Paulo Fonseca. Concernant notre coach, on va parler de Igor Tudor, l'ancien coach de l'OM, est le favori pour reprendre la Juventus Turin, parce qu'à la Juve, hein, ça sent pas du tout bon pour Thiago Motta. Les 2 derniers matchs, hein, 2 défaites. Les discussions continuent en interne pour décider de l'avenir de Thiago Motta. Mais pas le dernier match, ils ont perdu contre la Fiorentina 3-0. Le match d'avant, ils avaient pris un 4-0 à domicile contre l'Atalanta. La Juve, hein, donc pour Thiago Motta, à tout moment, peut se faire licencier. Et s'il vient à se faire licencier, Igor Tudor pourrait être son remplaçant. Et toujours du côté de la Juventus Turin, et Randal Kolo Muani, le joueur du PSG qui est prêt à la Juve, hein, ne devrait pas rejouer au PSG la saison prochaine. Les dirigeants de la Juve, hein, sont satisfaits du prêt de l'attaquant et aimeraient le conserver pour une année de plus, peut-être avec une option d'achat obligatoire ou non obligatoire, on ne sait pas, mais peut-être une option d'achat pour être incluse dans son contrat. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc le maillot bien sûr domicile, hein, toujours de couleur blanc, et ce maillot ressemble beaucoup à celui d'il y a quelques années quand Ronaldo le portait là, avec la couleur, la petite ligne jaune. Bon, elle est pas sur parce que là elle va de haut en bas, que là elle partait, on va dire, du col jusqu'au manche, mais voilà, ça ressemblait beaucoup à ce maillot là, ce maillot d'il y a quelques années pour le Real Madrid. On va parler cette fois-ci d'Antoine Griezmann et on va finir avec lui aujourd'hui. N'oubliez pas que Griezmann a fêté son anniversaire, hein, 34 ans. Et Griezmann a rendez-vous avec la direction de l'Atlético de Madrid pour évoquer son avenir. Donc voilà, il va annoncer sa décision de départ en MLS ou de rester à l'Atlético cette semaine au club. Donc là on est quel jour? On est vendredi, donc soit aujourd'hui, demain ou dimanche ou peut-être début de semaine prochaine. Il va avoir une réunion avec l'Atlético, il va dire en gros s'il reste ou il part. Voilà, il y a des chances. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an, mais il pourrait peut-être partir dès cet été et il pourrait aller du côté de Los Angeles FC. Antoine Griezmann, voilà, parce qu'il a un rêve, hein, c'est de jouer aux États-Unis avant de prendre sa retraite, donc ça peut peut-être être imminent pour Grisou. Et on finit avec lui vu que c'est son anniversaire. Et sur Instant Foot, ils ont posé une question. Bon, on voit que certains ne sont pas d'accord pour dire qu'Antoine Griezmann est une légende du football. On va procéder à un sondage, hein, pour connaître votre avis sur cette question. Pour vous, Griezmann est une légende du football, pas une légende du football français, mais une légende du foot, tout simplement. Oui, c'est une légende. Non, ce n'est pas une légende. Quasiment 6000 votants et la plupart ont mis à 61%, on a arrondi, oui c'est une légende, ce que j'ai mis, et comme 39% pensent que Griezmann n'est pas une légende du football. Voilà, bon moi j'ai mis oui, hein, je pense qu'avec tout ce qu'il a pu faire, rien que c'est la Coupe du Monde 2018, il a remporté comme ce titre, l'Euro aussi il avait été exceptionnel, il allait quand même quelques fois en finale de Ligue des Champions, tout ça, donc oui on peut le comparer on peut le mettre en tant que légende comme du football bien sûr, et Griezmann. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, demain samedi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.